post-confinement. Je travaille au département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture, donc le service études du ministère de la Culture, qui se situe au sein du secrétariat général. Et effectivement, je vais expliquer un petit peu le contexte et rapidement la méthodologie de l'enquête, mais il s'agit ici, ce matin, de donner des éléments d'éclairage sur les pratiques culturelles des Français pendant la période du premier confinement. Donc, la lecture de livres apparaît comme un aspect parmi d'autres. J'espère que ce ne sera pas trop frustrant non plus, mais c'est l'idée aussi de pouvoir dresser un panorama, puisque je sais que le programme de ces 2 jours va ensuite, viser beaucoup plus spécifiquement les questions de livres et de lecture. Alors, je vais demander à Florence si elle peut lancer le diaporama, puisque c'est un peu compliqué de mon ordinateur. Alors là, c'est la fin, en fait. Je veux bien qu'on revienne au début. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Et on peut aller sur la première diapositive. Voilà. Donc, je vous présente d'abord le contexte de cette enquête et puis revenir sur ce contexte du premier confinement au printemps 2020, qui était une situation totalement inédite avec cette contraction de l'espace-temps au domicile qui a impliqué effectivement un nouveau rapport au temps et notamment au temps de loisirs, puisque le temps libre s'est trouvé contraint par l'espace domestique. Ce qui a eu des conséquences en termes de rapport à la culture, puisqu'il y a effectivement une suppression de la culture de sortie, un accès limité à de nombreux biens culturels, et notamment aux livres, avec la fermeture des bibliothèques, des librairies, mais aussi pour d'autres biens culturels, avec la fermeture des disquaires, etc. En revanche, tout ce qui relève de la culture d'écran et des équipements numériques a été, pendant cette période, peu affecté. Donc, au sein de mon service, à la fin du premier confinement, en fait, on a travaillé avec le CREDOC. Le CREDOC, c'est un organisme semi-public, c'est le Centre de recherche et d'études et d'observation des conditions de vie, qui en fait réalise une enquête, ce qu'on appelle une enquête barométrique depuis 1978, donc depuis plus de 40 ans, une enquête qui a lieu 2 fois par an, avec un certain nombre de questions qui sont identiques, et puis ensuite on travaille de temps en temps avec eux pour rajouter certaines questions. Et donc là on a travaillé avec eux sur une vague exceptionnelle d'enquêtes qu'ils ont mis en œuvre à la fin du confinement, vous voyez, entre le 20 avril et le 4 mai 2020. C'est une enquête auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 15 ans et plus, donc de 3000 personnes. Et en fait, au sein de cette enquête, il y a un certain nombre d'organismes, de commanditaires, de ministères, mais ça peut aussi être des organismes privés qui rajoutent un certain nombre de questions. Donc nous, on a rajouté en fait une quinzaine de questions, un module d'une quinzaine de questions, abordant différentes thématiques autour des pratiques culturelles. Donc, les pratiques artistiques et culturelles en amateur, je vais y revenir. Ce qui relève des consommations culturelles, films, séries, vidéos, musique, mais aussi la lecture de livres. Et puis, ce qui relève aussi de la consultation de ressources culturelles numériques, c'est-à-dire ce qui est produit par les institutions culturelles et mis en ligne sur Internet ou sur les réseaux sociaux. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, c'est parfait. Pour revenir sur les objectifs que l'on avait en participant à cette enquête, d'une part, il s'agissait d'essayer de saisir les effets du confinement sur les pratiques culturelles de la population française. En fait, au sein du département des études du ministère, on a une enquête sur les pratiques culturelles des Français, que vous connaissez certainement, qui a lieu depuis 1973, tous les 8 à 10 ans. Il se trouve que la dernière édition a eu lieu en 2018. Donc, on avait des résultats récents. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre en perspective ces résultats avec les résultats qu'on allait obtenir dans le cadre de cette enquête. Alors, avec toute la prudence nécessaire, puisque les protocoles d'enquête sont un petit peu différents. Néanmoins, on a repris, du coup, la même formulation des questions posées sur les thématiques que j'ai évoquées précédemment, avec cet objectif effectivement de mettre en perspective. Je reviendrai de temps en temps sur les limites malgré tout et la prudence en tout cas qu'il faut avoir pour l'analyse de certains résultats.
Notre deuxième objectif était aussi d'essayer de caractériser l'influence des conditions de confinement sur les comportements culturels, c'est-à-dire dans quelle mesure, par exemple, les conditions de travail des individus pendant cette période-là, le fait d'avoir été en télétravail ou d'avoir été en interruption de travail, ou au contraire d'avoir pu continuer à travailler sur site, a eu une influence sur les pratiques culturelles. Ou encore, on a regardé aussi la sociabilité du confinement, le fait d'être confiné seul, d'être confiné en famille, avec des enfants ou non. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est ce panorama qui nous fera traverser à la fois les pratiques culturelles en amateur, les consommations culturelles sur écran, et puis l'écoute de musique et bien sûr la lecture, et enfin la consultation de ressources culturelles numériques. On va voir qu'effectivement, par rapport à ce champ-là, apparaissent de nouveaux publics. Je terminerai également sur une analyse un petit peu statistique, un petit peu plus complexe sur la variété des pratiques culturelles confinées, le fait d'avoir des pratiques culturelles différentes, justement, et d'en avoir un grand nombre pendant le confinement. Et on verra que ça concerne certaines catégories de personnes, mais bien sûr pas tous les individus. Juste pour rappel, en fait, les résultats de cette enquête et même de l'enquête pratique culturelle des Français de 2018 que j'évoquais sont bien sûr en ligne sur le site internet du ministère et accessibles à tous. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler des pratiques artistiques et culturelles en amateur. Ce qu'on appelle les pratiques en amateur, c'est effectivement toutes les activités qui sont pratiquées dans un but de loisir et non pas un but professionnel. Donc, le fait de faire de la musique ou du chant, de la danse, ou encore des arts graphiques, pratiquer une activité scientifique ou technique, ou encore des activités d'écriture. Quand on regarde, en fait, vous avez le tableau sur la diapositive, avec une comparaison entre les données, les résultats, les taux de pratique qu'on obtenait en 2018, dans l'enquête de 2018, et ceux qu'on obtient en 2020. Vous voyez que si on regarde pour chacune des pratiques, on voit qu'on a une augmentation pour chaque pratique qui peut être de l'ordre de 2 points pour les pratiques d'écriture, mais de 5 à 6 points pour tout ce qui concerne la musique, la danse, dessin, peinture, sculpture, voire de 10 points pour les activités scientifiques et techniques. Donc on constate au premier abord effectivement une augmentation de ces pratiques pendant cette période-là. En revanche, si on regarde la proportion globale de pratiquants, c'est-à-dire quand on pose quand on regarde ces éléments, mais si on regarde la proportion d'individus qui déclarent avoir pratiquer au moins une activité en amateur, en fait, on est sur des proportions similaires entre 2018 et la période du confinement, 43%, 44% de la population. En revanche, on voit qu'il y a eu une intensification des pratiques, c'est-à-dire que cette proportion de ces 44%, en moyenne, ils ont pratiqué 2,5 activités, tandis que cette moyenne était d'1,8 en 2018. Et ce qu'on va voir surtout dans la diapositive suivante, c'est que le profil des gens qui ont eu une pratique artistique et culturelle en amateur pendant le confinement s'est modifié par rapport à la période de 2018. Pendant le confinement, en fait, on observe des publics à la fois plus jeunes et plus populaires. Alors, sur la jeunesse de ces pratiquants, en fait, les 15-24 ans, dans les différentes enquêtes sur les pratiques culturelles, on voit que ce sont toujours les plus investis dans les pratiques en amateur. Néanmoins, en 2018, on avait constaté une baisse, avec aussi ces univers culturels qui sont très très ancrés dans le numérique, et donc on avait fait l'hypothèse qu'il y avait du coup un lien d'ailleurs, et donc on avait une baisse assez importante, et en revanche on voit que pendant le confinement ils se sont vraiment réinvestis dans ces pratiques, puisque c'est 71% d'entre eux qui déclarent en avoir eu au moins une, tandis que la part des seniors est strictement la même, par exemple les 60 ans et plus. Ce qu'on constate aussi, c'est la hausse de la pratique des ouvriers et des non-diplômés. Pendant cette période-là, hausse importante, puisqu'on est à 11 et 12 points supplémentaires. Et en revanche, c'est une baisse de ces pratiques artistiques et culturelles en amateur chez les cadres et les professions intermédiaires.
Ce qui fait que, si vous voulez, quand on regarde les écarts entre les groupes sociaux, les écarts entre, par exemple, les cadres et les ouvriers, en 2018, les ouvriers étaient 2,2 fois plus nombreux à avoir une pratique artistique et culturelle en amateur par rapport aux ouvriers. Et là, l'écart, en fait, il s'est totalement résorbé pendant cette période du confinement. Et en fait, quand on approfondit l'analyse, on se rend compte que c'est lié aux conditions de travail, c'est-à-dire que les ouvriers ont été les plus touchés par une interruption de leur travail, et que ce sont ceux qui ont du coup les pratiques les pratiques les plus en augmentation. En revanche, quand on regarde les pratiques des cadres et des professions intermédiaires qui étaient en télétravail, là, c'est là où on constate les plus fortes baisses. Donc avec un télétravail, effectivement, qui a pu envahir le quotidien et l'espace du domicile, et donc peut-être empiéter sur le temps qu'on pouvait avoir pour ce type de pratique de loisirs. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs par rapport à une autre étude qui a été réalisée sur la période du confinement par d'autres collègues du département qui ont travaillé sur les loisirs culturels des enfants de 9 ans. Et en fait, je fais cette parenthèse-là par rapport au télétravail. En fait, dans cette étude, parmi les résultats saillants, on a pu voir que le temps consacré aux écrans avait particulièrement augmenté dans les ménages où les 2 parents ont télétravaillé. Et de même, on a vu aussi que c'était finalement les enfants de cadre qui avaient le plus augmenté leur consommation de télévision et d'écran pendant le confinement par rapport à leur pratique habituelle. Parce que habituellement, en fait, les enfants de cadre sont ceux qui finalement ont l'usage le plus modéré des écrans de télévision. Ça, c'est lié aux normes éducatives des classes supérieures. Et donc là, pendant cette période-là, les parents se sont trouvés moins disponibles pour contrôler justement les loisirs des enfants et le temps d'écran. Et donc, il y a eu un peu moins de restrictions qui ont touché ce temps devant les écrans. Donc, d'où l'importance effectivement du télétravail et de ses effets sur les pratiques culturelles. On le verra aussi par rapport à la lecture. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, on peut passer à la diapositive suivante. Alors moi, ça ne bouge pas. Voilà. Alors oui, on va pas y rester longtemps. C'était juste un petit graphique pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les plus jeunes, en fait, sont ceux qui ont le plus augmenté leur pratique. Vous voyez, vous avez sur la partie gauche les résultats de l'enquête de 2018, sur la partie droite les résultats de l'enquête 2020, et vous voyez un code couleur avec les bandes les plus claires qui correspondent aux plus jeunes et les plus foncées qui correspondent aux plus âgés. Et vous voyez, je trouvais qu'on le voyait bien sur ce graphique-là, que justement les bandes les plus claires sont celles effectivement qui augmentent pratiquement systématiquement pour toutes les pratiques, tandis que pour les plus âgés, on constate beaucoup moins d'évolution et d'augmentation. On peut passer à la diapositive suivante. Pour terminer justement sur ces pratiques artistiques et culturelles en amateur. Alors, Florence Lepichon a un petit problème de son. C'est pour ça qu'elle n'entend pas quand vous lui demandez de passer la diapo. Donc, on va continuer dans ça, du coup. Je lui ai envoyé un message sur son téléphone, donc ça devrait passer rapidement, mais voilà, voilà pourquoi ce petit retard. Très bien. Donc oui, voilà, ce que je voulais dire aussi sur ces pratiques artistiques et culturelles en amateur, c'est que pendant la période du confinement, elles apparaissent moins genrées. Depuis les années 90, dans nos enquêtes sur les pratiques culturelles, il y a une féminisation des pratiques en amateur, à l'exception de la musique, qui reste une pratique, notamment un instrument de musique, qui est une pratique qui reste un petit peu plus masculine. Sinon, on est plutôt sur des pratiques beaucoup plus féminines. Pendant le confinement, on a assisté à une réduction des écarts entre les hommes et les femmes. Par exemple, pour la pratique de la danse, et sur le coup, je vois
qui ont déclaré cette pratique. Et puis surtout, par exemple, sur les pratiques d'écriture. Je ne pas que tu fasses ton écran. Bah oui. Donc, les pratiques d'écriture qui ont... en fait, quand on parle de pratiques d'écriture, c'est à la fois... on interroge les individus à la fois sur le fait d'écrire un journal intime, des pensées, réflexions personnelles, et puis l'écriture de romans, de nouvelles, de poèmes. Et sur ces deux pratiques qui sont relativement limitées au sein de la population, on n'est pas sur des proportions très importantes. Néanmoins, l'augmentation de 2 points qu'on constate, elle est uniquement le fait d'une augmentation des pratiques masculines, tandis que les pratiques féminines se sont... Donc un écran. Je pense qu'il faudrait dire à madame de couper son son, même si elle est au téléphone, ça aiderait. Oui, je ne sais pas, je pense que Florence ne nous entend pas en fait, c'est pour ça. Alors, non, ce n'est pas la peine d'aller à la suivante, mais ce n'est pas grave. Donc, juste pour terminer sur les pratiques en amateur, je voulais revenir sur un élément dont on va reparler, c'est les pratiques des individus confinés en famille avec des enfants. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a des augmentations qui sont plus importantes pour ces individus-là. C'est-à-dire les individus qui sont soit en famille monoparentale, soit les couples avec enfants, et notamment par rapport à leur pratique de la danse, des arts graphiques, des activités scientifiques et techniques, qui sont en augmentation donc, pour ces individus confinés en famille. Et en fait, on les interrogeait sur est-ce que ces activités, ils les ont réalisées seuls ou ils les ont réalisées avec les individus avec lesquels ils sont confinés. Et effectivement, dans 2/3 des cas, ces activités avaient été réalisées collectivement, donc avec les enfants. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que ces activités étaient aussi un peu plus développées au sein des familles ayant des bas revenus pendant cette période-là. Alors là, on a plusieurs hypothèses par rapport à ces éléments, notamment le rôle de l'école, des prescriptions, des recommandations scolaires qui ont pu jouer, notamment pour les familles populaires, qui peuvent être très attentives justement aux propositions des enseignants. On peut penser aux activités de dessin, de peinture ou encore aux activités scientifiques et techniques. Et puis, un autre élément aussi qu'on peut évoquer, c'est tout ce qui a pu se passer autour du Getty Museum Challenge. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que ça a été très très relayé par les enseignants en France. Donc l'idée de reconstituer des tableaux avec les objets du domicile. Il y a beaucoup d'écoles en fait qui ont participé à ce défi, à cette opération. Et donc, on voit ce rôle de l'école aussi qui a pu susciter certaines pratiques pendant la période du confinement. Alors maintenant, si on quitte un petit peu les pratiques artistiques et culturelles en amateur et qu'on se tourne vers les consommations culturelles sur écran. Donc là, on peut passer aussi à la diapositive suivante. Si Florence nous entend. Bon, je vais commencer sans le... Voilà. Alors, bon, si on regarde le visionnage de films et de séries, on était déjà en 2018 à un taux élevé et on se maintient à ce taux élevé. Sachant que, je vous le disais, c'est un module d'une 15aine de questions, donc on n'est pas non plus en mesure, on n'a pas pu approfondir les pratiques. On interrogeait les individus sur on n'était pas sur la fréquence de cette pratique. On peut imaginer que sur la fréquence, il y ait pu avoir des évolutions. Mais en tout cas, sur le fait d'avoir regardé ce type de contenu, on reste sur une proportion très importante. Là où on voit des évolutions, c'est plutôt sur la hausse sur le visionnage de vidéos en ligne, avec une hausse importante, puisque c'est 2/3 de la population qui déclare avoir regardé des vidéos en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que la hausse, en fait, elle est très légère. Elle est de l'ordre de 2 points pour les catégories qui ont de le faire, les catégories notamment supérieures, tandis que les catégories qui étaient les plus en retrait en 2018, des progressions vraiment importantes. Donc, on pense principalement aux 60 ans et plus, aux ouvriers et aux non-diplômés. Et en fait, on fait un lien qu'on parvient à identifier aussi statistiquement, avec l'usage généralisé des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là aussi,
on a une augmentation importante de l'usage des réseaux sociaux pendant cette période. Excusez-moi, je vous interromps. Quelqu'un a laissé son micro ouvert. C'est possible ça marche. de le couper? Merci. Voilà. Je vais reprendre. Alors, voilà, j'insistais sur l'évolution de l'usage des réseaux sociaux pendant cette période-là, et d'ailleurs notamment un usage quotidien. Là, on a pu constater des augmentations particulièrement fortes pendant cette période sur ces mêmes populations, des populations plus âgées, des populations plus populaires aussi, qui, pendant cette période-là, effectivement, ont découvert, en fait, ont développé leur usage de ces réseaux. Avec, du coup, quand on regarde les résultats, ce qui est intéressant, c'est que les clivages d'âge se sont réduits pendant cette période-là et les clivages sociaux. Je vous donne juste un exemple. En 2018, les 15-24 ans étaient 6 fois plus nombreux que les seniors à consulter les réseaux sociaux. Là, ils sont plus que 1,8 fois plus nombreux. Donc, vous voyez cette réduction des écarts. En fait, bon, ça, on l'explique aussi par cette période de confinement où les contacts et les échanges physiques ont été particulièrement réduits. Ça a incité justement les individus à se tourner vers des outils numériques pour maintenir les relations personnelles. Et notamment via des échanges de photos, de vidéos, d'où ces pratiques qui apparaissent dans nos résultats. On a pu voir aussi qu'il y a de nombreuses études bien avant le confinement sur les réseaux sociaux, mais là on peut insister aussi sur la circulation de vidéos ou de productions en amateur. On peut penser à tous les concerts, par exemple, qui pouvaient être soit des prestations collectives ou aussi des prestations individuelles qui ont pu être filmées, qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, on voit l'influence aussi entre ces pratiques en amateur, les réseaux sociaux et cette circulation du coup d'images et d'un certain nombre de contenus. Sachant que sur l'usage des réseaux sociaux aussi, les études qui ont été menées, notamment sur ces usages au sein des classes populaires, montraient qu'on était plutôt dans dans des relations interfamiliales. Il n'était pas forcément de question d'élargir son cercle et de créer de nouvelles relations, mais il s'agissait plutôt d'interagir avec sa famille ou des amis très très proches. Et on peut penser qu'effectivement, pendant cette période-là, ça a aussi joué. Alors, parmi les pratiques aussi sur écran qui ont augmenté pendant cette période-là, donc ce sera la diapositive suivante. Je vais commencer avant qu'elle n'arrive. Voilà. La pratique du jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo a été un des rares secteurs culturels qui, lui, a bénéficié entre guillemets de cette période de crise, puisque au sein du département, on a un pôle économique qui travaille beaucoup sur ces questions d'analyse économique et notamment a pu montrer que le chiffre d'affaires sur le secteur du jeu vidéo a progressé de plus de 20% en 2020 et que la croissance effectivement du jeu vidéo était très forte dès mars-avril, dès le premier confinement. Donc, ce qu'on constate, c'est un accroissement de cette pratique dans toutes les catégories sociales. Néanmoins, la hausse est plus importante au sein des classes populaires. Elle est plus marquée aussi chez les seniors. Vous voyez, on passe de 17% à 34%, ce qui est énorme. Alors, juste une petite parenthèse, quand on parle de jeux vidéo, on parle de jeux vidéo au sens large. Et d'ailleurs, c'est explicité aux individus dans l'enquête. C'est-à-dire que ça peut être des jeux sur console, mais c'est aussi des jeux sur ordinateur, sur téléphone. Ça peut être des jeux de chiffres et lettres, de Scrabble, etc. On englobe les jeux de façon large. Donc, hausse chez les seniors et hausse aussi plus conséquente chez les femmes. Alors ça, c'est un processus qu'on avait déjà observé, puisque en 2018, on avait déjà un rattrapage de la pratique vidéoludique des femmes par rapport à la pratique des hommes. Donc,
effectivement, début des années 2000, on était plutôt dans des pratiques plus masculines. Là, on voit que ça évolue. En 2018, par exemple, on avait 39% de femmes qui déclaraient jouer versus 49% d'hommes. Là, pendant le confinement, on est à 51% de femmes, 55% d'hommes. Donc, vous voyez combien les résultats se rapprochent. Une pratique aussi plus élevée au sein des familles et chez les personnes confinées seules. Avec là aussi différentes sociabilités, c'est-à-dire que notamment chez les personnes confinées seules, qui sont celles qui déclarent le plus avoir joué avec des personnes confinées à distance. Et puis on voit aussi au sein des familles qu'il y a, pour une partie des familles, il y a une double pratique, une pratique familiale réellement, mais aussi des pratiques individuelles des individus qu'on a interrogés. Il est vrai qu'aussi pendant cette période-là, le regard sur les jeux vidéo a pu être peut-être plus positif. Alors c'est un mouvement qui avait déjà commencé précédemment, mais c'est vrai que pendant cette période-là, on peut penser à la campagne de l'Organisation mondiale de la santé Play a Part Together, donc qui encourageait en fait les pratiques de jeux vidéo parce qu'elles favorisaient la distanciation sociale. Et donc l'OMS s'est associé à des éditeurs de jeux vidéo pour lancer cette campagne. En 2019, l'OMS alertait sur les dangers de l'addiction aux jeux vidéo. Donc c'est intéressant de voir aussi les glissements et le regard, la considération de cette pratique-là. Ce qu'on a pu voir aussi par rapport aux jeux vidéo, c'est des formes de liens et d'hybridation avec d'autres institutions culturelles. Alors c'est vrai que le jeu vidéo certains jeux vidéo ont déjà des esthétiques qui sont tirées qui sont liées à des musées, à des œuvres d'art plutôt. Et je parlais de musées parce que justement, on a pu voir aussi des musées qui se sont installés au sein de jeux vidéo. Je pense au jeu Animal Crossing, où un certain nombre de musées, alors on a parlé du Metropolitan Museum, du Getty, mais aussi le Muséum d'Angers. Il y a un certain nombre de musées en France qui ont fait ce travail-là de montrer leur collection et de s'installer au sein de ces supports-là. Voilà. Alors maintenant, si on parle de la musique, de l'écoute de musique, et puis ensuite du livre. Alors, sur l'écoute de musique, là, on assiste à une baisse de l'écoute, puisque c'est 70% des individus qui déclarent avoir écouté de la musique pendant la période du confinement, versus 92% en 2018. Cette baisse, en fait, elle concerne toutes les catégories de population, et c'est vrai qu'elle fait écho aux données des plateformes musicales de diffusion en flux qui ont constaté une baisse dès le mois de mars-avril. Et en fait, cette baisse, elle s'explique en partie par la suppression du temps de transport, qui est un temps, effectivement, un temps d'écoute de musique pour un grand nombre d'individus. Et donc, ce qui peut expliquer, effectivement, que pendant cette période-là, pour les personnes étant confinées, ce temps-là s'est trouvé aussi, et ce temps d'écoute s'est trouvé diminué, ou voire absent. Là où je veux insister un petit peu plus, parce que je pense que c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la lecture de livres. Alors, en apparence, on constate une baisse de la lecture de livres, puisque on a 52% de la population qui déclare avoir lu au moins un livre, versus 62% de la population en 2018. Là où on va être prudent, c'est que quand on interroge les individus fin avril, début mai, on leur demande s'ils ont lu au moins un livre sur une période finale, depuis mi-mars, donc sur une période qui s'étend de 5 à 7 semaines. Quand on leur pose la question dans l'enquête de 2018, l'enquête pratique culturelle, on est sur ces 12 derniers mois. Donc là, on n'est pas sur la même période. Et c'est vrai qu'on peut aussi imaginer qu'il y a des périodes, notamment pour des lecteurs plus occasionnels, des périodes de vacances, des périodes qui sont peut-être plus propices pour eux pour avoir ces pratiques de lecture et qu'ils n'ont pas eu Voilà, on est sur un temps là beaucoup plus contraint.
Néanmoins, quand on regarde, il y a eu d'autres études que vous connaissez certainement mieux que moi, notamment celle du Centre national du livre, l'enquête qui a été menée par Ipsos. Il y a quand même un constat aussi que sur l'année 2020, on est plutôt sur une baisse de la lecture, en tout cas baisse déclarée par les individus. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de raisons qui pourraient l'expliquer. Tout d'abord, l'accès aux livres qui a été rendu plus difficile pendant cette période, on en a déjà parlé. Et puis, peut-être aussi un questionnement, là aussi, sur le lien avec les conditions de travail, puisqu'on constate que la baisse, elle est plus marquée au sein des catégories les plus lectrices, les diplômés du supérieur, les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Alors Ipsos parlait d'une infiltration de la lecture travail au quotidien versus des lectures de loisirs. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que les diplômés, les cadres en télétravail sont ceux aussi qui déclarent une baisse plus importante de leur pratique de lecture. Donc au final, on constate une réduction des écarts entre les groupes sociaux, entre les moins diplômés et les diplômés du supérieur, par exemple, entre les cadres et les ouvriers. Mais en réalité, cette réduction, elle est plutôt liée à la baisse de la lecture des catégories les plus lectrices. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent sur, là aussi, les conclusions qu'on peut en donner. Et puis, je reviendrai juste sur un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur les pratiques de lecture. Je pense à l'anthropologue Michel Petit, qui avait travaillé pendant cette période-là aussi avec des lecteurs et qui montrait aussi cette moindre disponibilité psychologique pour la lecture pendant cette période-là, liée justement à cette surcharge à la fois informationnelle et émotionnelle qui a été générée par la crise sanitaire. Donc qui pourrait effectivement expliquer cette petite baisse. En revanche, si on regarde la diapositive suivante, on a aussi interrogé les individus sur leur lecture de bande dessinée et de manga. Et là, en fait, la baisse apparaît plus faible, de 2% entre 2018 et 2020. En revanche, comme précédemment, une transformation du profil des lecteurs, avec là aussi une baisse plus importante pour les populations les plus lectrices, les cadres, mais aussi les 15-24 ans ou encore les Parisiens, tandis qu'elle se maintient, voire il y a une légère augmentation pour les autres catégories. Une réduction des écarts entre les groupes sociaux. Là aussi, je ne reviens pas sur le fait que c'est quand même lié à une certaine baisse des pratiques les plus lectrices. Et puis une réduction des écarts d'âge pendant cette période-là, sachant qu'effectivement, les 60 ans et plus ont été un peu plus nombreux que précédemment à s'intéresser aux bandes dessinées et aux mangas. Après, on reste quand même sur une catégorie de population qui c'est moins d'une personne sur 5. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, pour terminer notre panorama différentes pratiques culturelles, alors, je m'entends en écho. Bon. Donc, on a interrogé les individus sur leur consultation sur Internet d'un certain nombre de ressources. Donc, vous avez le petit tableau qui les détaille, le fait de faire une visite virtuelle d'une exposition d'un musée, de regarder un concert en ligne, un spectacle de théâtre en ligne, un spectacle de danse ou encore des contenus scientifiques et techniques. C'est une question qu'on avait déjà là aussi en 2018. Et qui était importante parce qu'effectivement, beaucoup d'établissements culturels se sont mobilisés pendant cette période pour créer des contenus en ligne ou mettre à disposition, en tout cas, des contenus qu'ils avaient quelquefois d'ailleurs déjà préparés, voire pour peut-être les valoriser un peu mieux. Mais en tout cas, on a vu ce développement des contenus en ligne, mis en ligne par les établissements culturels. Si on regarde globalement, la proportion d'individus qui déclarent avoir réalisé au moins une consultation sur Internet, on est plutôt là aussi sur une baisse, 38% versus 46% en 2018, avec toujours cette prudence liée au référentiel temporel. C'est peut-être pas forcément des pratiques qu'on a très régulièrement. Le résultat le plus intéressant, c'est quand même la hausse chez les seniors,
de ces consultations. Hausse de 12 points, ce qui est important, donc chez les 60 ans et plus. Parce que c'est 41% effectivement des seniors qui déclarent avoir regardé, avoir consulté au moins une de ces ressources. Ce qu'on constate aussi d'ailleurs, c'est une réduction des écarts entre les groupes sociaux, là encore, ouvriers moins diplômés d'un côté, qui ont augmenté leur pratique, versus une baisse en fait de ces consultations chez les diplômés du supérieur et chez les cadres. Là aussi, hein, notamment chez ceux, de façon plus accentuée, chez ceux qui étaient en télétravail. Donc avec cette hypothèse que le télétravail qui a pu être un peu, quelquefois très intensif et envahissant, diminue aussi l'envie de passer du temps sur l'écran quand on a déjà passé sa journée de travail sur ce même écran à son domicile. Si on regarde un petit peu dans le détail ces résultats, on voit que on est sur plutôt une baisse pour ce qui concerne le spectacle vivant, le fait de regarder un concert en ligne, un spectacle ou un spectacle de danse, tandis qu'on est plutôt sur une petite augmentation des visites virtuelles, le fait de regarder une visite virtuelle d'une exposition ou d'un musée. Et on peut passer à la diapositive suivante. Où on voit que si on fait un petit focus sur les publics des visites virtuelles, là aussi, finalement, ce sont les seniors qui ont le plus augmenté leur pratique, les ouvriers employés et les moins diplômés aussi, que ce sont les personnes seules aussi qui ont le plus consulté versus les personnes qui étaient confinées avec d'autres, et puis que les Parisiens apparaissent comme les plus mobilisés. Ce qui était déjà le cas en 2018, en fait. C'était déjà ceux qui avaient le plus consulté, le plus réalisé des visites virtuelles. Et là, c'est de façon encore plus marquée. Sachant que ce sont aussi ceux qui ont les pratiques, et étant donné qu'il y a une offre aussi beaucoup plus importante à Paris, ce sont aussi ceux souvent qui ont les pratiques physiques les plus importantes. Une question qu'on a rajoutée en fait pendant cette période, sur cette enquête-là, c'est la consultation de contenu pour les enfants qui était proposée par les institutions culturelles, puisque beaucoup d'institutions culturelles ont ciblé ces publics-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est 14% de la population, des 15 ans et plus, qui nous déclarent avoir consulté des contenus en ligne pour les enfants, conçus pour les enfants, par les institutions culturelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est autant de cadres que d'ouvriers, ce qui est assez étonnant en général pour ce type de pratique où souvent il y a quand même un différentiel. Et là aussi, on peut faire le lien avec les recommandations éducatives, pédagogiques des enseignants qui ont pu encourager justement la consultation de ce type de contenu, voire le proposer avec les élèves qui ensuite ont pu peut-être le faire à la maison. Bon, après, les autres résultats sont très classiques puisque effectivement, ce sont à la fois les 15-24 ans et les 25-39 ans qui ont le plus consulté ces contenus. On peut penser à la fois pour eux-mêmes, pour les plus jeunes, et pour ou avec leurs enfants, pour les individus qui sont parents. Effectivement, les familles, les couples avec enfants sont ceux qui ont le plus consulté, avec une même proportion d'hommes et de femmes, mais l'écart se creuse quand on regarde justement juste à l'échelle des familles. Là, on voit que les femmes sont un peu plus nombreuses, puisque effectivement, elles étaient aussi plus nombreuses à assumer les tâches éducatives. Pour terminer, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, je vous propose simplement on a fait des analyses un peu plus complexes, qu'on appelle des régressions logistiques, pour essayer d'identifier les facteurs explicatifs de la variété des pratiques culturelles confinées, c'est-à-dire pourquoi certains individus ont multiplié les pratiques en amateur, les consultations sur écran, les pratiques de lecture, d'écoute de musique, versus ceux qui ont des pratiques beaucoup plus monothématiques. Et là, en fait, on revient, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, sur des déterminants sociaux qui sont classiquement identifiés comme associés aux pratiques, au fait d'avoir une pratique culturelle. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, le niveau de diplôme influe beaucoup, c'est-à-dire que ce sont quand même les plus diplômés qui vont avoir le plus le plus d'activités différentes, et l'influence de l'âge, de la jeunesse, notamment pour tout ce qui est consommation culturelle sur écran,
Donc là, ce qui ne nous étonne pas non plus, hein, puisque dans l'enquête de 2018, on avait vu que finalement la singularité des univers culturels des jeunes s'ancrait dans les pratiques numériques. Et puis, là aussi, hein, toute chose égale par ailleurs, quand on regarde les conditions de confinement, on voit qu'il y a deux types de conditions finalement, il y a deux contextes qui vont avoir une influence importante. D'une part, c'est le fait d'avoir cessé de travailler pendant le confinement, qui augmente la variété des consommations culturelles au regard des individus qui sont en télétravail. Et d'autre part, là aussi, toute chose égale par ailleurs, le fait d'avoir des enfants à charge au moins 4 heures par jour, parce qu'effectivement, on peut être confiné avec des enfants, mais qui sont plus grands et donc plus autonomes. Mais là, le fait d'avoir des enfants à charge au moins 4 heures par jour, ça augmente également la variété des pratiques en amateur et des consommations culturelles. Sans qu'on sache, hein, puisqu'on est dans une enquête statistique, si ce sont des pratiques d'ailleurs qui sont totalement choisies. Peut-être que certaines pratiques peuvent être un peu plus subies aussi, avec cette idée qu'en tant que parent, effectivement, on devait aussi trouver un certain nombre d'occupations pour ces enfants. Néanmoins, on voit que les individus qui ont été confinés avec des enfants ont une plus grande variété de pratiques que les autres. Pour conclure, ou en attendant de conclure avec la diapositive suivante. Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est vrai que dans les éléments que je vous ai présentés, on a pu entendre que la structure des publics de ces pratiques s'est trouvée moins clivée pendant cette période-là, d'un point de vue social et d'un point de vue générationnel, avec une réduction des écarts entre les catégories d'âge pour un certain nombre de pratiques, notamment liées à l'essor des pratiques sur écran des seniors, une réduction des écarts entre les groupes sociaux, on l'a vu, liée à l'essor des pratiques des catégories populaires et notamment, on a vu celles qui étaient en interruption de travail, mais aussi cette réduction des écarts entre les groupes sociaux, elle est aussi liée à la baisse des pratiques des catégories supérieures, ce qui fait que quand on parle de démocratisation, il faut être quand même un petit peu prudent et nuancer les choses. On a vu également l'influence des conditions de travail en confinement, ce qui est intéressant aussi parce que ça fait écho avec la notion de, enfin, le lien temporel, hein, le fait d'avoir du temps qui là a pu jouer pendant cette période-là. Et puis enfin l'importance de la sociabilité, à la fois comme motif de pratique, hein, puisque dans cette période confinée où la sociabilité finalement s'est trouvée entravée, et donc il a fallu développer des sociabilités à distance qui ont été génératrices de pratiques, et donc à la fois échange de photos, de vidéos, de pratiques en amateur qui ont pu être transmises, ou de visionnage, hein, de vidéos qu'on a pu faire circuler, notamment via les réseaux sociaux. Donc un motif de pratique, et puis aussi la sociabilité comme mode de pratique, puisqu'on voit que ces pratiques collectives, notamment avec les enfants, le fait de faire ensemble, a été aussi, c'est particulièrement développé. Donc, pour terminer, ce sera la dernière diapositive. Est-ce que finalement ces résultats sont le reflet d'une parenthèse ou on peut imaginer une certaine pérennité à l'avenir? Alors, revenir peut-être quand même sur le fait que cette enquête, elle a été menée à la fin du premier confinement, qui a été un temps particulièrement inédit. On aurait mené cette enquête pendant le deuxième ou le troisième confinement, les résultats auraient certainement été différents. Là, l'intérêt de ce premier confinement, c'est qu'en fait, finalement, les situations étaient beaucoup plus homogènes, tandis que dans les confinements suivants, les situations étaient plus hétérogènes. Néanmoins, on va être prudent du coup en termes de prospective. Ce qu'on constate quand même, c'est que il y a eu la découverte de certaines pratiques, notamment de pratiques numériques, par des individus qui n'étaient pas pratiquants précédemment. Notamment, on peut penser aux catégories plus âgées et plus populaires pendant cette période. Alors, est-ce que on va pour autant développer une habitude culturelle? En fait, il y a de nombreuses raisons, hein, pour lesquelles ou non une habitude culturelle. Il y a certes le goût, mais il y a aussi tout un tas de contextes.
on l'a vu ici, hein, des contextes professionnels, des contextes de sociabilité, des contextes géographiques, et puis aussi la concurrence avec d'autres activités. Là, rappelons-le, pendant cette période-là, effectivement, il y avait plus de sorties, plus d'activités sportives, donc qui joue aussi hein, sur le fait de développer ou non une pratique culturelle. Néanmoins, la première chose pour la développer, c'est qu'il faut déjà l'avoir expérimentée. Or, pendant cette période-là, effectivement, il y a quand même eu un contact avec ces pratiques, d'où l'attention particulière au comportement culturel des seniors, qui peut rencontrer des problèmes de mobilité avec l'avancée en âge. Et donc, dans quelle mesure est-ce que ces pratiques en ligne, ces pratiques sur écran vont ou non perdurer. Dernier petit élément, effectivement, il y a souvent beaucoup d'inquiétudes hein, sur les pratiques culturelles numériques et le fait qu'elles pourraient se substituer aux fréquentations physiques. Bon, ça, il y a eu un certain nombre d'études et dès 2018, hein, dans l'enquête pratique culturelle, on avait vu que finalement, on était plutôt dans une logique du cumul avec des individus qui, à la fois, avaient des pratiques de sortie dans les équipements culturels et qui aussi cumulaient avec la consultation de ressources numériques en ligne. Là, c'est vrai que pendant cette période-là, hein, il y a aussi eu de nouvelles offres, de nouvelles propositions, des expériences culturelles en soi qui ont été proposées par les établissements. Donc, c'est des choses qu'il va falloir aussi suivre. Et c'est vrai que l'objectif actuel est d'essayer d'explorer les effets à long terme de cette crise sur les pratiques culturelles et notamment sur les pratiques culturelles numériques via des approches plus qualitatives, notamment sur finalement le sens et la valeur que les individus donnent à ce type de pratiques numériques. Et puis sur véritablement les usages, les contenus, puisque là on est quand même dans une enquête statistique où on s'approche peu hein, des contenus culturels qui ont été précisément qui ont été consultés. Et donc, ça va être particulièrement intéressant de suivre, notamment auprès de ces populations qui étaient moins technophiles, de voir exactement les usages, le déroulement de ces pratiques et le sens qui leur sont donnés. Et donc, on va lancer prochainement, en début d'année 2022, un appel à proposition de recherche, donc auprès de la communauté de chercheurs, sur ces pratiques numériques, les effets durables qu'aura eu cette crise et ces périodes de confinement sur les pratiques culturelles des individus. Je vais m'arrêter là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne Jonchery et de cet exposé très intéressant. Je vous félicite d'avoir su garder le cap malgré toutes les problématiques techniques des personnes qui n'avaient pas fermé leur micro. Donc, je vous rappelle, c'est vraiment très important de fermer votre micro parce que vous n'imaginez pas ce qu'on entend collectivement, des froissements de papier, des conversations téléphoniques, des personnes qui rentrent dans les bureaux, et puis, etc., etc. Mais je pense qu'on pourrait faire une étude là-dessus, sûrement, Anne Jonchery, hein, sur ces questions-là également, qui sont une des conséquences de cette crise sanitaire. En tout cas, dans nos pratiques de travail et nos pratiques professionnelles, et avec les embêtements qui vont avec, et les grands avantages aussi, qui fait que voilà, on évite les bouchons, les retards en présentiel et autres éléments. Bien, donc nous sommes, alors comme je suis à la fois maître du temps et maître de cérémonie, donc nous sommes, il est 10h26, donc nous sommes bien en avance. Je pense aussi que c'est la forme aussi de ces rencontres en webinaire font que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est plutôt en avance qu'en retard, donc ça serait aussi à interroger. Donc, Florence, je vous vois, mais si vous en êtes d'accord, dites-moi. Alors, peut-être un temps de questions-réponses avec les participants suite à l'intervention d'Anne. Tout à fait.
Peut-être juste pour répondre à une question, une demande en fait dans le chat sur la possibilité de récupérer le diaporama. Bien entendu, il pourra tout à fait être diffusé. Florence, c'est Florence qui l'a, ainsi que les liens en fait vers l'étude, vers également l'étude sur les loisirs culturels des enfants de 9 ans. Je pense que je vous l'avais donné également. Voilà, qui sont accessibles sur le site internet du ministère, mais c'est vrai que ça peut être bien d'avoir les liens parce que le chemin n'est pas toujours évident. On le rappellera, mais l'ensemble des échanges de ces 2 jours de colloque seront mis à disposition sur les sites de Normandie Livre et Lecture et de Livre et Lecture en Bretagne, ainsi que sur les sites partenaires. Donc nous adresserons un mail à l'ensemble des participants à l'issue de ces 2 jours de colloque pour vous informer de la disponibilité des différents supports. D'autres questions parmi l'auditorium? N'hésitez pas à poser des questions, avec aussi un autre élément qui est à mettre au crédit ou au débit plutôt de ces rencontres en webinaire, c'est que les questions sont beaucoup plus difficiles, j'ai remarqué, à poser que quand on est en présentiel. Alors peut-être que l'opération de dévoilement à la fois de sa voix et de son visage est quelque chose de peut-être plus compliqué, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, donc en allumant votre caméra et votre micro, nous vous accueillerons avec joie. Ok, pour moi, il n'y a pas de questions. Alors, comme le disait Mathieu, le fait d'organiser en distanciel fait que le temps est respecté et que nous avons que les intervenants de la table ronde suivante ne sont pas encore tous connectés. Je crois qu'il y a une question qui ne s'adresse pas à moi, mais de Agnès Babois sur les... Avez-vous pu constater des pratiques différentes dans vos bibliothèques? Comme nous avons un petit peu d'avance, on peut peut-être avoir un petit débat. Je ne sais pas si certains veulent répondre à cette question. Est-ce que vous avez suivi un petit peu vos usagers au moment du confinement, leur utilisation du numérique? Est-ce qu'elle était justement à peu près dans les mêmes cadres que la présentation que nous a fait Anne Jonchery? J'arrive pas à lever la main. Je ne sais pas qui parle, mais allez-y si vous avez une question à poser. C'est Sophie, oui, vas-y Sophie. Bonjour, désolée, j'arrive pas à lever la main. Merci, c'était vraiment très intéressant et justement, en fait, cette enquête nous permet de voir en fait ce qu'on n'a pas réussi à voir parce que c'est vrai que avec le déconfinement, on a perdu pas mal d'usagers et on n'a pas retrouvé effectivement ceux qui ont adopté des pratiques différentes, ce qui est pour le moins inquiétant parce qu'effectivement, on se demande s'ils n'ont pas pris d'autres habitudes et on se pose la question de savoir s'ils vont revenir dans nos bibliothèques. Donc, ce n'est pas une vraie question, je suis désolée, hein, c'est plus un retour d'expérience, mais je pense que c'est ce qui inquiète pas mal de bibliothécaires. Peut-être juste une simple remarque, hein, parce que je n'aurais pas forcément d'éléments là-dessus, mais c'est vrai que c'est aussi des constats qu'on peut avoir sur la fréquentation des cinémas et voire de certaines salles de spectacle où on a le sentiment qu'il faut du temps aussi, que finalement cette période a certaines, enfin, et les premières analyses le montrent aussi, hein, a certainement eu des conséquences multiples et qu'on peut analyser d'ailleurs de points de vue et depuis des disciplines très, très variées et que peut-être il va falloir du temps pour comprendre aussi ce qui s'est passé, ce qui se passe pour les individus actuellement et qu'on est plutôt en position d'observateur tout en étant, et je l'entends dans les équipements culturels, extrêmement mobilisés pour le retour des usagers.
On a une petite remarque dans le chat, en fait, d'une bibliothèque qui nous dit qu'en fait, l'utilisation du catalogue par les usagers s'est développée, en particulier pour ceux qui étaient peu actifs en ligne. Et en fait, ça a donné de l'indépendance et ça permet ensuite de mieux expliquer les recherches, les ressources numériques. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est peut-être quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui peut avoir une grande résonance ensuite sur le fonctionnement global du numérique. Une autre remarque aussi sur les statistiques de fréquentation, quasiment aussi bon qu'avant le confinement, mais avec un renouvellement important des usagers, ce qui peut être aussi assez intéressant. Est-ce qu'il y a une déperdition des usagers habituels pour un regain par rapport à cette ouverture qu'il y a eu très massive pendant la pandémie des bibliothèques? Hop, voilà. Vous pouvez intervenir, n'hésitez pas. Je Ouais, vois que certains ont levé la main. Ouais, Donc, moi, j'avais levé la main, mais en fin de compte, c'était pour au niveau des jeux vidéo. En fin de compte, ça a énormément explosé, c'est clair, durant le confinement. Et je voulais savoir si cette enquête, elle a été un petit peu aussi corrélée avec les industries culturelles. Donc, par exemple, l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que ça a considérablement changé, en fin de compte, pour cette industrie? Est-ce que tout d'un coup, les ventes ont explosé également? Est-ce que ça a été corrélé? Alors, ça a été mis en perspective, effectivement. Hein. On a donc au sein de mon service un pôle économie de la culture qui publie du coup des notes de conjoncture depuis la crise sanitaire et qui, pendant la crise sanitaire, a été sollicité pour essayer de faire des projections, ce qui a pu être fait non sans difficulté, hein, parce qu'il y avait tellement beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et effectivement, l'industrie du jeu vidéo est celle qui a certainement le plus bénéficié de cette période-là, avec une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation des ventes vraiment, vraiment importante. Donc là aussi, hein, parce que, n'étant pas économiste, je vous invite à regarder sur notre site internet puisque ces notes de conjoncture sont disponibles et téléchargeables. Mais en effet, c'est un secteur qui effectivement, au moins s'il y a pu en avoir quelques-uns au sein du secteur culturel, qui a explosé pendant cette période-là. Tout à fait. Beaucoup de remarques hein, sur l'utilisation du numérique en fait après les confinements, cette habitude qui avait été prise a l'air de se poursuivre dans vos établissements. Je vois qu'il y a une autre personne aussi qui lève la main, mais je ne sais pas qui c'est, si vous voulez intervenir. Oui, on a des personnes. En main levée, on a Jérôme Belmont, on a Delphine Blaise et Alexandra. Votre main est levée. Il me semble que c'est Jérôme Belmont donc, qui a levé le premier la main. Oui, bonjour. Juste, donc Jérôme Belmont, je dirige le département des bibliothèques au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles, service du livre et de la lecture. Juste apporter une précision hein, sur les ressources numériques offertes par les bibliothèques. Alors pendant le premier confinement, hein, donc au printemps 2020, après une enquête qu'on a fait auprès d'un certain nombre de bibliothèques, il apparaît que le nombre d'inscrits ressources numériques en bibliothèque a été multiplié par 2,5 au printemps 2020 dans les bibliothèques municipales et par 1,5 dans les bibliothèques départementales, hein, donc entre février et mars 2020. Et le nombre d'utilisation de ces ressources, puisqu'on peut les connaître hein, par les outils informatiques, a été globalement multiplié par 3. Hein. Donc il y a eu quand même un effet, au moins pendant le premier confinement, où les gens étaient vraiment, pour le coup, enfermés chez eux et où les bibliothèques étaient fermées. Il y a eu effectivement une augmentation de la consultation des ressources numériques et qui est liée aussi à une augmentation, je pense, de l'offre, et pas seulement, et puis parce que les gens avaient certaines catégories de gens, les seniors, si j'ai bien entendu, notamment, puisque je pense qu'effectivement, les actifs qui passaient leur journée devant les écrans, visiblement, ont régressé dans l'utilisation des écrans pour leurs loisirs, donc c'est très intéressant à noter. Donc voilà, sur les ressources numériques, il y a eu un boom, et la DGMIC actuellement réalise une nouvelle étude sur l'utilisation des ressources numériques, alors tout compris, hein, livres numériques, musique VOD, presse numérique, son dans les bibliothèques municipales, dont on espère avoir les résultats à la fin de l'année.
pour remettre en perspective aussi sur 2020-2021. Voilà ce que je voulais préciser. Merci. Merci beaucoup. Delphine Blaise souhaite prendre la parole également. Oui, bonjour, moi je suis responsable adjointe de la médiathèque départementale de l'Eure et je vais compléter l'intervention de Monsieur Belmont dans la mesure, ou plutôt confirmer, dans la mesure où la médiathèque numérique qui est proposée à toutes les bibliothèques du réseau départemental pendant le premier confinement a été mise à disposition de tous les Eurois sans l'intermédiaire des bibliothèques. Et à la faveur de ce confinement, les ressources les plus regardées sont passées des vidéos aux livres. Clairement, avec une nette augmentation de la consultation des livres, largement devant les films, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et à la fin du mois de juin dernier, le département a arrêté cette proposition directe aux Eurois pour redonner la main aux bibliothécaires qui ont inscrit à nouveau des personnes pour les ressources numériques. Donc les gens ont fait l'effort de se rendre dans les bibliothèques pour poursuivre leur consultation de ressources numériques. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter au niveau du département de l'Eure, ce qu'on avait observé.